Ainsi que Adrien Morini. Ouais! Bravo! Alors je demande à toutes les personnes de s'installer. Donc nous sommes complets au niveau de la salle. Je pense qu'il y a encore des personnes qui essayent d'entrer. Voilà. Il y a encore des chaises, des places libres à l'intérieur. Si vous avez des places, vous levez la main et ceux qui sont debout, installez-vous là où il y a de la place. C'est comme au cinéma en fait. Et nous commencerons d'ici quelques minutes. Ça vous laisse le temps de prendre des photos. Salut, ça va et toi, merci. On va pas rester trop longtemps. Il est reparti. Ah, merci Palladio. Ben voilà, il y a mon pote, il y a la modo Palladio. Et là, direct, c'est monté en flèche. Alors, tapotez, partagez les frères parce que on va avoir des sions. Et salam alaikum, mon frère Palladio. On va avoir des sions et ils vont essayer de nous signaler. Donc, allez-y, on partage, on tapote les frères et sœurs. Je peux passer? Il y a quelqu'un d'autre? C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Oh, mais t'inquiète, puis sur là qu'il n'y a Palladio, t'inquiète. Palladio, c'est un sniper. Il a l'habitude, Palladio, il fait des gros lives, donc t'inquiète. Mais merci, Pipi Suction. Voilà que là, au fait. Normalement, elle devrait être là, alors je sais pas, elle va arriver, je pense qu'elle va pas tarder. Le truc, c'est qu'il va falloir que je trouve une position pour pas trop bouger. Salam alaikum Abdelbey. Partagez les frères, partagez, on est à 104 partages, vous restez à plus. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour cet événement mémorable en soutien à la Palestine. Votre présence est importante, elle montre que ces sujets continuent de rassembler et de mobiliser. Tout au long de l'après-midi, pour les personnes qui étaient déjà là, vous avez pu le constater et découvrir différentes activités. Des expositions, une maquette du mur de l'apartheid, donc si vous avez fait gaffe, elle est juste tout au fond derrière vous. Donc c'est une maquette du mur qui fait 10 mètres de large, 4 mètres de haut, tout en sachant que le mur de l'apartheid fait 8 mètres en réalité. Donc vous imaginez même pas à quel point c'est haut. Une banderole des résolutions de l'ONU non respectées par Israël qui se trouve à ma droite. Il y a plusieurs résolutions concernant la Palestine uniquement, parce qu'il y a d'autres résolutions qui n'ont pas respecté. Il y avait également l'espace enfant avec des activités de peinture sur galets animées par Aurélie et des jeux.
ainsi qu'un atelier autour de la campagne BDS animée par Perrine. Alors qu'est-ce que le BDS? C'est le boycott, des investissements, sanctions, et qui a permis de comprendre un petit peu les actions de boycott et tous les moyens d'engagement citoyens. Alors, pour celles et ceux qui viennent également d'arriver, sachez qu'il est encore toujours possible de se restaurer, de regarder un petit peu autour des stands de notre organisation du collectif Palestine 67, un stand militant avec des articles palestiniens. Je vous explique vite fait un petit peu le déroulé de la soirée. Comme c'est 8 heures pour la Palestine aujourd'hui, de 14 h à 22 h. Nous allons d'abord commencer par un poème et ensuite le temps de conférence, dont je vous rappelle le thème qui est le génocide et le droit international. Nous prévoyons également un temps d'échange à l'issue de la conférence d'une durée d'une petite demi-heure. Et ensuite, Rima pourra également, ainsi que Benjamin, répondre à vos questions individuellement, si le temps nous le permet. Normalement, c'est bon. La soirée se poursuivra avec une chorale, une petite chanson en duo. Nous avons également une chanteuse palestinienne et un chanteur donc, en langue arabe, une danse, et ainsi que de la musique donc, tout à la fin. Alors, nous allons maintenant accueillir nos deux invités qui sont déjà installés. Notre premier invité, il est juriste, maître de conférences en droit pénal et sciences criminelles à l'Université Paris 8, où il dirige également l'Institut d'études judiciaires. Il est aussi juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Engagé sur ces sujets, il est aujourd'hui secrétaire général de l'association Jurdi. Donc ce sont les juristes pour le respect du droit international et qui mènent des actions concrètes pour faire appliquer le droit dans des situations de conflit. Voilà, je vous prie d'accueillir chaleureusement Benjamin Tribuni. Notre deuxième invitée est juriste, spécialiste du droit international et députée européenne élue en 2024. Elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. Elle a grandi entre l'exil et le parcours migratoire avant de poursuivre des études de droit en France et de se spécialiser en droit international public. Aujourd'hui, elle porte au niveau européen des prises de position fortes sur les questions de droit international, de justice et de droit des peuples. Donc, nous avons l'immense honneur d'accueillir chaleureusement également Rima Hassan. Viva! Merci pour vos applaudissements et merci à vous deux d'être présents ce soir. Quelques mots rapides maintenant sur le collectif à l'origine de cet événement. Le collectif Palestine 67 rassemble plusieurs organisations, des associations et des organisations politiques et syndicales. Depuis de nombreux mois, donc même 2 ans et demi, ils se mobilisent pour informer, sensibiliser et organiser des actions autour de la Palestine, sur la situation en Palestine. À travers des événements comme celui-ci, l'objectif est quand même de créer des espaces d'échange, de compréhension et de mobilisation. Je rappelle juste quelques événements et actions qu'on a fait, plusieurs vélorutions. Nous avons également fait une action de solidarité pour la Palestine en septembre dernier. Nous avons étalé plus de 3000 paires de chaussures sur la place Kléber pour les personnes qui ont pu donc être présentes. Également pour la Journée internationale des droits des enfants, donc c'était au mois de novembre. Nous avons fait une mise en scène de la voiture où était Hida Ajad, qui a été assassinée avec sa famille et qui avait reçu 350 coups de balle, 355 coups malheureusement, et où elle est décédée. Voilà. Donc, entre autres, nous avons également fait plusieurs marches, dont une de 36 km, une course, voilà, plusieurs actions, plusieurs manifestations et marches au flambeau, des rassemblements et des conférences.
Je vous rappelle juste également que l'entrée est gratuite pour cet événement, mais votre participation reste libre parce qu'elle nous permet de couvrir les frais d'organisation. Merci pour votre soutien. Et le Tri Collectif qui organise toutes ces actions et mobilisations, c'est pour dénoncer l'horreur, parce que se taire, c'est être complice. Le peuple palestinien traverse une tragédie, tout comme donc en Palestine, au Liban, en Iran, en Syrie, tout ce qui se passe est insoutenable. Et nous dénonçons ce génocide perpétré par la barbarie sioniste avec la complicité criminelle des États-Unis notamment. Je voulais aussi vous informer également que depuis quelques jours, Radio Judaïka, le CRIF, ainsi que la nouvelle maire récemment élue, Madame Catherine Trottmann, participent chacun à leur tour à des pressions politiques et médiatiques pour faire annuler la conférence. Nous refusons que la peur et la répression remplacent la discussion. Malgré toute cette pression et grâce à votre mobilisation et votre soutien, l'événement a eu lieu dans cette salle. Merci à vous. Il faut continuer de se mobiliser. Des Palestiniens, nous sommes tous des Palestiniens, nous sommes tous des Palestiniens, nous sommes tous des Palestiniens. Palestine vivra et Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Et Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vaincra. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Et free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Merci. On fera peut-être quelques slogans à la fin parce que je vous vois très chaud là. Vous avez... Alors, je vais vous demander votre attention, comme je vous l'ai expliqué au début de mon intervention. Nous allons maintenant vous proposer un poème. Il a pour titre « Ennemi du soleil » de Samir al-Qassim. Un petit mot sur le poète. Il est poète et journaliste palestinien, né en 1939 et mort en 2014. 1939, pardon, et mort en 2014. Le poème sera lu en arabe et en français. La partie arabe, donc par ma camarade Yasmine, qui est également palestinienne, ainsi que ma camarade Houaria, qui le lira en français. Donc je vous invite à accueillir maintenant Yasmine, ainsi que Houaria. C'est deux Palestiniens, enfin, la première c'est une Palestinienne. Hein. ربما أفقد ما شئت معاشي، ربما أعرض للبيع ثيابي وفراشي، ربما أعمل حجارا وعتالا وكناس شوارع، ربما أبحث في روز المواشي عن حبوب، ربما أخمد عريانا وجائع، يا عدو الشمس لكن لن أساوم، وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم، ربما تسلبني آخر شبر من ترابي، ربما تطعم للسجن شبابي، ربما تسطو على ميراث جدي من أثاث وأوان وخرب، ربما تحرق أشعاري وكتبي، ربما تطعم لحمي للكلاب، ربما تبقى على قريتنا كابوس رعب، يا عدو الشمس لكن لن أساوم، وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم، ربما تطفئ في ليلي شعلة، ربما أحرم من أمي قبلة، ربما يشتم شعبي وأبي طفل وطفلة، ربما تغنم من ناطور أحلامي غفلة، ربما زيف تاريخي جبان وخرافي مؤلم، ربما تحرم أطفالي يوم العيد بدلة، ربما تخدع أصحابي بوجه مستعار، ربما ترفع من حولي جدارا وجدارا وجدارا، ربما تصلب أيامي على رؤيا مذلة، يا عدو الشمس لكن لن أساوم،
وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم. لعدو الشمس في الميناء زينات وتلميح بشائر وزغاريد وبهجة وهتافات وضجة والأناشيد الحماسية وهج في الحناجر، وعلى الأفق شراع يتحدى الريح واللجة ويجتاز المخاطر. إنها عودة يوسيف من بحر الضياع، عودة الشمس وإنسان مهاجر، ولعينيها وعينيه يمينا لن أساوم، وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم سأقاوم سأقاوم. Résistance, résistance, résistance. La traduction. Je perdrai peut-être, si tu le désires, ma subsistance. Je vendrai peut-être mes habits et mon matelas. Je travaillerai peut-être à la carrière comme portefaix, balayeur des rues. Je chercherai peut-être dans le crottin des grains. Je resterai peut-être nue et affamée, mais je ne marchanderai pas. Ô ennemi du soleil, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Tu me dépouilleras peut-être du dernier pouce de ma terre. Tu jetteras peut-être ma jeunesse en prison. Tu pilleras peut-être l'héritage de mes ancêtres. Tu brûleras peut-être mes poèmes et mes livres. Tu jetteras peut-être mon corps aux chiens. Tu dresseras peut-être sur notre village l'épouvantail de la terreur. Mais je ne marchanderai pas. Ô ennemi du soleil, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Tu éteindras peut-être toute lumière dans ma vie. Tu me priveras peut-être de toute tendresse de ma mère. Tu falsifieras peut-être mon histoire. Tu mettras peut-être des masques pour tromper mes amis. Tu élèveras peut-être autour de moi des murs et des murs. Tu me crucifieras peut-être un jour devant des spectacles indignes. Ô ennemi du soleil, je jure que je ne marchanderai pas. Et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Je résisterai. Je résisterai. Bravo. Très bon poème. Salam alaikum. Voilà, maintenant nous allons entrer sans plus tarder dans le temps de conférence et je vais laisser la parole à nos deux invités, Rima et Benjamin. Et donc les questions viendront un peu plus tard, d'ici une petite heure, je pense, de conférence. Et je vous retrouve donc après la conférence. Merci. Bonjour tout le monde, c'est bon, ça fonctionne. Merci d'être si nombreux, merci beaucoup aux organisateurs de nous faire l'honneur d'être ici avec vous et merci d'avoir consacré votre temps, votre samedi à cette thématique si importante. Je suis particulièrement honoré d'être ici à votre invitation, particulièrement honoré d'être aux côtés de Rima. Et je commencerai, je ne peux pas commencer la conférence sans dire que l'action Rima que tu mènes, sur ton engagement sur ce sujet-là, et la manière dont tu mènes cet engagement est réellement admirable, est une grande source d'inspiration pour moi et pour beaucoup de monde. Donc voilà, je tenais à l'exprimer pour ouvrir cette conférence. Vous a été... Oula. Comme cela vous a été dit en introduction, donc je suis secrétaire général de Jurdi. Jurdi, c'est l'association des juristes pour le respect du droit international. C'est une association qu'on a cofondée avec des camarades juristes qui sont essentiellement universitaires et avocats, qu'on a fondée il y a 2 ans, en 2024.
et qui a pour vocation, alors, non seulement de faire de la pédagogie sur la question du droit international, de porter cette voix-là du droit international qui, comme vous le savez, est allègrement bafoué par beaucoup de personnalités politiques, beaucoup de médias, et également dans les faits, bien évidemment. Et c'est également de mener des actions judiciaires concrètes pour justement tendre à faire respecter ce droit international. Et ce que je voudrais faire dans le cadre de cette intervention, c'est évoquer quelques actions que nous avons menées dans le cadre de cette association qui visent notamment la France, en lien précisément avec cette question du génocide. Et pour commencer, il faut rappeler simplement les termes du sujet, c'est-à-dire quand on parle de génocide, pourquoi on peut en parler, pourquoi c'est légitime d'en parler, et pourquoi il est impératif de ne pas abandonner ce mot-là, alors même que beaucoup d'acteurs voudraient nous le faire abandonner. C'est tout simplement parce que c'est un mot qui a une définition juridique concrète. C'est une définition que vous trouvez notamment dans le statut de la Cour pénale internationale qui reprend une définition qui est donnée dans une convention en 1948, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et ce que prévoit ce texte, c'est que un génocide, c'est le fait de commettre un acte grave. Donc ce sont des meurtres, ce sont des actes qui portent une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique des personnes. Donc ça va renvoyer par exemple à la question de la torture, sur laquelle je reviendrai après. Ça renvoie également à le fait de soumettre une population à des conditions d'existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle. Donc là, ça va concerner notamment le fait d'affamer une population, ce qu'on connaît très bien dans la situation à Gaza. C'est également la question d'entrave des naissances, donc notamment à travers la destruction des infrastructures hospitalières ou médicales, et c'est aussi le transfert d'enfants. Tous ces éléments-là, vous le savez, sont parfaitement caractérisés dans la situation à Gaza, il n'y a pas de discussion. Et l'autre élément constitutif du génocide, qui doit s'additionner au premier, c'est ce qu'on appelle l'intention génocidaire, c'est-à-dire l'intention d'infliger un de ces actes dont je viens de vous parler, avec justement cette intention de détruire toute une partie de la population pour des raisons ethniques, raciales, religieuses, etc. Et comment on fait pour démontrer cette intention, parce que c'est souvent le sujet qui est discuté, et bien tout simplement on la démontre à travers les actes commis eux-mêmes, quand on a un nombre de morts très important, quand on a un nombre de blessés très important, quand on a des schémas récurrents qui amènent justement à ces situations-là, ça permet justement de caractériser cette intention génocidaire, et on a la démonstration de cela de manière éclatante pour ce qui concerne la situation à Gaza. Et ce sont également les déclarations qui sont réalisées par des dirigeants israéliens, et je pense que vous avez tous entendu parler dès le début du génocide, c'est-à-dire très très proche du 7 octobre. Yoav Gallant, par exemple, ministre des Armées à l'époque, qui a pu parler d'animaux humains pour dépeindre la population de Gaza dans son intégralité, ou encore la déclaration du président Isaac Herzog, qui a pu dire que finalement, le fait qu'il y ait une population innocente à Gaza était un mythe, et qu'il convenait de lui briser la colonne vertébrale. Et vous voyez qu'à travers ces déclarations-là, il y a véritablement une intention d'infliger en fait une punition collective à la population qui témoigne justement de cette intention génocidaire. Et ce qu'il faut s'empresser de dire, me semble-t-il, et je le dis par rapport au contexte, au discours politique dominant et médiatique aussi, on y reviendra peut-être sur la question des médias, qui est une question pour moi extrêmement importante, en France en tout cas, il faut dire que le génocide continue toujours. Ce n'est pas fini, ça continue. Ça continue pourquoi ? Par exemple, parce que comme je vous l'ai dit, le génocide, c'est notamment le fait de commettre des meurtres. C'est le fait d'ôter la vie à des personnes dans un contexte génocidaire. Et depuis le cessez-le-feu de fin d'octobre 2025, il y a toujours des morts. Là, on atteint plusieurs centaines de morts, on approche du millier de morts, et encore, c'est sans compter les morts indirectes, qui ne sont pas comptabilisés dans ce chiffre que je viens de vous évoquer. On a également un nombre conséquent de blessés, qui sont intervenus suite à ce soi-disant cessez-le-feu qui finalement n'en porte que le nom, avec des personnes qui continuent à être ciblées, qui sont blessées, et là aussi ça caractérise le fait de porter une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique des personnes. Et dans cette catégorie-là, d'atteinte grave à l'intégrité psychique ou physique des personnes, il y a également bien entendu la question de la torture. Et ça renvoie notamment au rapport qui a été rendu, vous avez sans doute entendu parler, par Francesca Albanese, il y a à peu près un mois, qui est justement un rapport qui met en évidence l'usage de la torture par l'armée israélienne sur la population palestinienne, sur les détenus, mais pas que, avec, si vous voulez, quand vous lisez le rapport, vraiment des récits qui soulèvent le cœur. C'est vraiment très difficile à lire, mais il faut quand même poser des mots là-dessus. Ce sont des viols par pénétration anale, pénienne, avec des bâtons, qui sont accompagnés de coups, des soldats qui urinent sur les détenus qui se font attaquer par des chiens, et puis des chocs sur les parties génitales masculines, et puis des détenus qui parfois
vont subir tout cela, vont perdre une partie de leur faculté mentale, ce qui est bien compréhensible au regard de ce qu'ils ont subi, et qui vont être lâchés comme ça à un endroit indéterminé, éloignés de leur famille, éloignés de leur domicile, et qui, par hasard, vont retrouver un proche qui peut-être ne va pas les reconnaître au regard de tout ce qu'ils ont pu subir. Et ça, si vous voulez, ça constitue une sorte de continuum de violence qui vient justement caractériser ce génocide-là. Donc, il y a toujours un génocide en cours à Gaza. Ça, il faut vraiment l'assumer, le porter et le dire. Maintenant qu'on a posé les termes de l'équation, vous voyez que l'existence de ce génocide n'est pas contestable. Juridiquement, et d'ailleurs, je ne vais pas faire la liste de tous les rapports qui en attestent, mais on a vraiment une convergence exceptionnelle de rapports qui proviennent soit d'experts onusiens, soit d'organisations non gouvernementales, bref, qui viennent documenter le rapport d'Amnesty International, de Médecins sans frontières, de Human Rights Watch, les rapports de Francesca Albanese, les rapports de la commission Pilet, bref, il y en a un nombre conséquent qui rendent véritablement cette démonstration particulièrement éclatante. Maintenant, quel est le rôle de la France dans tout ça? Qu'est-ce qu'on attend de la France par rapport à l'existence de ce génocide? Eh bien, il faut savoir qu'il y a une convention qui existe, dont je vous ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, qui est la convention de 1948, qui s'appelle Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et ce qu'impose cette convention, c'est que tous les États du monde doivent justement prévenir un génocide lorsqu'on sait qu'il est sur le point d'avoir lieu ou qu'il est en cours de commission. Donc ça pose deux questions finalement. La première, c'est est-ce que la France est au courant qu'il y a un génocide en cours, ou à minima un risque de génocide en cours, à minima, et est-ce que la France a agi pour précisément empêcher, mettre fin à ce génocide? Alors, première réponse, est-ce que la France est au courant? Déjà, a priori, nous, oui. Ce serait étonnant que la France ne le soit pas, mais elle est au courant, au moins, à minima, depuis une date précise qui est le 26 janvier 2024. Pourquoi? Parce que c'est à cette date que la CIJ, donc la Cour internationale de justice, a rendu une ordonnance indiquant qu'il y avait un risque plausible de génocide dans la bande de Gaza. Et qui d'ailleurs demandait à Israël de prendre des mesures conservatoires pour mettre fin à ce risque, et Israël n'a jamais respecté ces mesures conservatoires, ne les a jamais adoptées. Donc, à minima, depuis cette date-là, le risque génocidaire ne peut qu'être connu par la France et par le gouvernement français. C'est incontestable. Maintenant, deuxième question, est-ce que la France a agi pour prévenir ce crime de génocide? Et alors là, ça pose une question subsidiaire, c'est, quand on parle d'obligation de prévention du génocide, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'aurait dû faire la France? Et là encore, on a la réponse à travers la jurisprudence, donc une décision qui a été rendue par la Cour internationale de justice, qui est une autre décision qui est du 30 avril 2024. Et ce que dit la Cour internationale de justice dans cette décision, c'est très simple, c'est très précis, c'est que cette obligation de prévention des génocides, ça implique, ouvrons les guillemets, que la France doit mettre en œuvre tous les moyens qu'elle a raisonnablement à sa disposition pour mettre fin à ce risque génocidaire. Tous les moyens qu'elle a raisonnablement à sa disposition. Donc là, ça pose l'ultime question, est-ce que la France a utilisé tous les moyens qu'elle avait raisonnablement à sa disposition pour mettre fin à ce génocide? Ou en tout cas, pour empêcher qu'il ait lieu, ou qu'il se poursuive. On va faire la liste, on va raisonner en faisant la liste. Alors, concrètement, c'est quoi ces mesures? Alors déjà, c'est un truc très simple, c'est alarmer, alerter sur le risque génocidaire. Dire qu'il y a un risque de génocide et par conséquent s'en émouvoir politiquement. Eh bien, même ça n'a pas été possible, puisque, souvenez-vous, c'est une interview lunaire d'Emmanuel Macron donnée à TF1, si j'ai bonne mémoire. On lui pose la question de savoir si pour lui, il y a un risque de génocide ou un génocide dans la bande de Gaza, et il répond textuellement, ça c'est une question qui est à réserver aux historiens. Vous vous souvenez de ça? Alors, question d'historien, ça veut dire deux choses. Ça veut dire quand même, si on se place du point de vue de la dignité humaine, ça veut dire quand même qu'il est en train de nous dire il y a peut-être un génocide à Gaza actuellement, mais c'est pas mon sujet. Ça veut quand même dire ça. Et deuxièmement, ça veut dire que quand il dit ça, c'est comme si la Convention sur la prévention du génocide n'existait pas. Parce que pour dissuader, pour prévenir un génocide, il faut forcément s'interroger sur le point de savoir s'il a lieu maintenant ou si c'est sur le point de se commettre. Si vous refusez de vous poser cette question et que vous la renvoyez aux historiens dans 20-30 ans, ça veut dire que vous assumez que vous ne respecterez pas cette obligation. Et par ailleurs, quand il dit ça, Emmanuel Macron, il se met aussi en dehors des clous constitutionnels, parce que selon la Constitution, il est le gardien du respect des conventions et des traités, et quand il dit ça, eh bien, il se met en dehors de son mandat, d'une certaine façon. Et plus récemment, vous avez peut-être entendu la déclaration de notre Premier ministre, Le Cornu, au dîner du CRIF,
qui, là encore, a répété que l'utilisation de ce terme génocide était scandaleuse, etc. Donc il s'inscrit finalement dans cette lignée. On n'a pas bougé d'un iota depuis 2024 sur ce sujet. Donc c'est quand même quelque chose de notable. Donc, est-ce qu'on s'est alarmé du risque génocidaire? Non. Ça, c'est le premier point. Deuxième mesure qu'on peut prendre, c'est prendre des sanctions individuelles ciblées contre des responsables politiques israéliens. Par exemple, des responsables qui appelleraient ouvertement au nettoyage ethnique. Je pense à Bezalel Smotrich, par exemple, on pourra en citer bien d'autres. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement, il n'y a aucune sanction d'aucune nature que ce soit qui pèse ne serait-ce sur un seul ministre israélien, quand bien même ils appelleraient ouvertement au nettoyage ethnique. Donc Bezalel Smotrich, il peut venir en France, il n'y a pas de problème, alors que, objectivement, si, il y a quand même un gros problème. Mais il n'y a pas de position politique française claire sur ce sujet. Pour l'instant, le gouvernement se limite à prendre des sanctions individuelles contre une poignée de colons en Cisjordanie, mais ça se limite à ça, alors qu'on a quand même bien conscience que le problème dépasse largement ce problème des colons extrémistes et que le gouvernement lui-même mériterait d'être sanctionné. Troisième chose que l'on pourrait envisager, ce sont des sanctions de nature économique. Est-ce que la France a pris des sanctions de nature économique vis-à-vis d'Israël? Absolument aucune. Zéro. Aucune sanction économique. Autre question qu'on peut se poser, c'est la question du transfert d'armes, ou de munitions, ou de matériel militaire, ou de biens à double usage qui peuvent être utilisés justement dans le cadre d'opérations militaires. Et là également, vous savez que la France va contribuer finalement à nourrir la machine de guerre. Pourquoi? Parce qu'on a documenté des livraisons de certaines cargaisons, je pense notamment aux cargaisons d'Eurolix, avec des maillons qui servent à solidariser des balles qui ensuite sont utilisées dans des fusils mitrailleurs utilisés dans le cadre d'opérations militaires. Normalement, le droit international, et même ne serait-ce que la dignité, devrait imposer au pouvoir public de ne pas livrer ces composants militaires en se disant qu'ils risquent de toute façon d'être utilisés dans le cadre d'une entreprise génocidaire. Et finalement, ça n'a pas lieu. Et ces munitions, ce matériel militaire-là a bien été livré. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu que très récemment, là, il y a quelques jours, il y a une action judiciaire qui a été ouverte contre FedEx pour complicité justement de génocide, puisqu'on a découvert que de nombreuses cargaisons militaires justement avaient été embarquées à Roissy-Charles de Gaulle par l'intermédiaire de FedEx pour ensuite être livrées en Israël, avec du matériel notamment qui sert à des avions F-35, me semble-t-il, qui sont des avions de combat, donc qui sont utilisés dans le cadre de ces opérations-là. Donc voilà où nous en sommes. Donc bon, bref, vous voyez qu'on a fait à peu près les critères principaux qui pourraient être les actions de la France pour lutter contre un génocide, et vous voyez que sur toutes les cases qu'on a dessinées, on n'a pu en cocher aucune. Donc ça signifie qu'à nos yeux, en tant que juriste, la France n'a pas respecté cette obligation de prévention du génocide, et c'est la raison pour laquelle, avec Jordi, donc avec mon association, nous avons initié un recours, une plainte devant le Conseil d'État pour que le Conseil d'État constate que la France n'a pas respecté ses obligations en matière de prévention du crime de génocide. C'est une action qui est en cours, et assez récemment, on a quand même eu un élément encourageant venant de l'étranger, puisqu'il se trouve qu'il y a une procédure analogue qui a été intentée en Belgique et qui a été portée devant la Cour d'appel de Bruxelles. Et il se trouve qu'il y a moins d'un mois, la Cour d'appel de Bruxelles a effectivement, pour des raisons juridiques finalement qui sont les mêmes que celles que nous invoquons, a considéré que le gouvernement belge n'avait pas respecté son obligation en matière de prévention du crime de génocide. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans la décision qui est rendue en Belgique, les juges remettent en cause l'argument du gouvernement belge consistant à se dire « Ah, mais on ne livre pas de matériel militaire à proprement parler, on livre, vous savez, des biens à double usage. Donc il y a un usage civil et militaire, donc par conséquent, ça ne pose pas de problème si Israël s'engage à en faire un usage civil. » Eh bien, la Cour d'appel en Belgique, à Bruxelles, remet en cause cet argument-là, qui est le gouvernement pourtant utilisé par le gouvernement français. Donc voilà où nous en sommes au niveau de cette action devant le Conseil d'État. Et par ailleurs, il y a d'autres actions qu'on a intentées contre la France, et notamment une, si on va cette fois sur le volet répression des crimes, pas seulement du crime de génocide d'ailleurs, parce qu'à Gaza, il y a un crime de génocide qui est commis, mais il y a d'autres types de crimes. Il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Si je vais du côté de la Cisjordanie, on en trouvera également un certain nombre. Vous savez que depuis fin 2024, c'était en novembre 2024, la Cour pénale internationale, qui est une juridiction distincte, a émis des mandats d'arrêt contre Yoav Gallant, l'ancien ministre des armées israéliens, et contre Benjamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre. Des mandats d'arrêt émis pour crimes contre l'humanité et pour crimes de guerre, pas encore pour génocide, je dis pas encore parce que ça peut évoluer. Il peut très bien y avoir une évolution de la qualification à un moment.
Et la situation, c'est la suivante, c'est que lorsqu'un mandat d'arrêt est émis contre une personne au niveau de la Cour pénale internationale, eh bien tous les États qui sont membres de la Cour pénale internationale, qui reconnaissent sa compétence, dont la France, sont censés coopérer avec cette juridiction. Donc quand cette juridiction émet un mandat d'arrêt, eh bien ça signifie que si M. Netanyahou passe par la France, quelles que soient les modalités de son passage d'ailleurs, eh bien on est censé l'interpeller pour, in fine, le remettre à la CPI pour que la CPI puisse le juger. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le contraire. Vous avez sans doute vu que M. Netanyahou, par son avion gouvernemental, a traversé notre espace aérien alors à au moins 6 reprises. Et peut-être qu'il y en a certaines qu'on ne compte pas. Bon, il y a au moins 6 reprises. Alors nous, en tant que juristes, bien sûr, ça nous émeut, puisque ce n'est pas du tout conforme à ce qu'exige le droit international en matière de coopération. Et ce que nous avons fait, donc on s'est documenté, parce qu'on n'est pas spécialement spécialiste, on n'est pas forcément spécialiste de droit aérien à la base chez Jordi, et on s'est renseigné sur quels sont les processus en fait habituels juridiques quand il y a un avion gouvernemental qui traverse notre espace aérien. Et on s'est rendu compte que dans ce cas-là, il fallait systématiquement une autorisation délivrée par la France pour permettre ce passage. Donc nous avons demandé au gouvernement français le document d'autorisation pour voir sur quelle base juridique il se fondait pour autoriser ce passage et ensuite attaquer le gouvernement français pour l'acte en question. Réponse du secrétariat général du gouvernement, ces documents d'autorisation n'existent pas. Il n'y en a pas. Mais alors, on reçoit cette réponse-là du gouvernement par courrier et de manière assez fantastique au niveau de la chronologie. Un jour après, à l'Assemblée nationale, il y a une députée de la France Insoumise qui pose la question à Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères actuel, et qui lui demande ce qu'il en est de ces autorisations. Finalement, la même question que nous, on posait au secrétariat général du gouvernement. Réponse de Jean-Noël Barrot, effectivement, il y a des autorisations qui ont été données. Alors là, vous voyez qu'on ne s'est pas très bien coordonné au niveau des versions. Hein. Et alors nous, on se sert de cette réponse qui a été faite par Jean-Noël Barrot pour formuler une demande auprès de la CADA. La CADA, vous savez peut-être, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs, pour que la CADA impose au gouvernement français de nous transmettre ce document. Et il y a quelques mois, on a eu une réponse positive de la CADA. Donc la CADA demande en tout cas pour l'instant, au gouvernement français de transmettre ce document. Le gouvernement français a un certain temps pour le faire, il joue un peu la montre, mais moi, il y a quelques jours, j'ai reçu le courrier justement où M. Lecornu dit qu'il avait traité notre demande, ça fait quand même 1 an et demi à peu près qu'on l'a formulée, qu'il avait traité notre demande et transmis au ministère des Transports. Donc on aura peut-être la réponse bientôt, et puis on vous la communiquera. En tout cas, nous n'y manquerons pas. Donc voilà la situation où nous en sommes finalement. Et ce que j'aimerais dire peut-être pour conclure au niveau des actions judiciaires que nous avons engagées, et ça va rejoindre un point que j'ai abordé très sommairement au tout début de mon intervention sur la question du traitement de cette situation-là par les politiques et les médias. Vous avez peut-être suivi le fait qu'il y a quelques semaines, c'était début février, Francesca Albanese avait été mise en cause par le ministre des Affaires étrangères, par Jean-Noël Barrot, pour des propos qu'elle n'avait jamais tenus. On a mis dans sa bouche des propos qu'elle n'a jamais tenus. Alors comment ça s'est passé? Initialement, c'est une ONG qui s'appelle UN Watch, qui a en fait fait un montage vidéo tronqué avec des propos de Francesca Albanese lui faisant dire ce qu'elle n'avait pas dit. Cette vidéo est reprise sur les réseaux sociaux, notamment par la députée Caroline Yadan, vous connaissez tous j'imagine, mais pas que, par d'autres responsables politiques. Et par la suite, un courrier est adressé à Jean-Noël Barrot par 70 députés du groupe Renaissance, plus Caroline Yadan qui est apparentée, lui demandant de réagir à ces propos que Francesca Albanese n'a jamais tenus. Et ce qui est phénoménal, c'est qu'au moment où ce courrier est envoyé, il y a déjà la vidéo complète, intégrale, véritable, qui a été mise sur les réseaux sociaux. On pouvait tous se renseigner sur l'existence de cette vidéo. Elle a d'ailleurs eu un fort écho, vous imaginez, sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ça n'a pas empêché ces parlementaires de signer cette lettre, qui traduit un rapport à la vérité assez particulier. Et sur la base de cette lettre, une question au gouvernement est ensuite posée à Jean-Noël Barrot. Et Jean-Noël Barrot, qui a pourtant plusieurs jours pour préparer sa réponse, qui a des services avec lui pour vérifier si l'information est correcte, vous imaginez bien, eh bien, il va quand même faire une réponse à l'Assemblée nationale où il va reprendre à son compte, sans les formuler, c'est vrai, mais en les reprenant quand même à son compte, les propos prêtés à Francesca Albanese,
pour demander à ce qu'elle démissionne de son actuel poste. C'est scandaleux parce que ça veut dire qu'on base des éléments de politique étrangère sur une fake news et on la reprend alors même qu'on avait les moyens de vérifier qu'elle était fausse. Alors avec notre association, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un double signalement. Un signalement au parquet de la Cour de cassation, au procureur général de la Cour de cassation visant M. Barrot, parce qu'il est ministre, donc il relève une juridiction particulière qui est la Cour de justice de la République. Et l'infraction que nous avons visée, c'est l'infraction de fausses nouvelles. Vous savez, diffusion de fausses nouvelles, c'est une infraction. Et un deuxième signalement qui vise notamment la députée Caroline Yadan et aussi UN Watch, dont je vous parlais, donc cette espèce de pseudo-ONG là qui propage des éléments faux. Pour ce qui est du signalement à M. Barrot, on avait eu la réponse et le procureur général ne souhaite pas donner suite. Ouais, je vais vous dire pourquoi. Donc on reçoit le courrier qui a été adressé aux journalistes en même temps. Et ce que dit le courrier, c'est notamment la chose suivante, c'est que l'infraction de diffusion de fausses nouvelles, et ça c'est vrai juridiquement, elle suppose de démontrer la mauvaise foi de la personne qui relève la fausse nouvelle. Et le procureur général dit, bah là en l'occurrence, c'est pas possible de démontrer la mauvaise foi. On peut pas savoir s'il savait que c'était faux ou pas. Et je trouve ça assez amusant parce que finalement, ça revient à dire qu'on a un ministre des Affaires étrangères qui est capable de relayer une fausse information avec tout ce que ça implique comme conséquence derrière, sans même vérifier son information. Donc en gros, pour moi, c'est soit il est coupable, soit il est incompétent. Le procureur général pense plutôt qu'il est incompétent. Sans le dire comme ça. Et il dirige un pays. Et pour ce qui est du signalement visant Caroline Yadan, on attend toujours, on devrait avoir la réponse dans les prochains jours. Peut-être que ça sera différent, parce que pour le coup, Caroline Yadan, on est arrivé à démontrer avec des captures d'écran, je vous passe les détails, qu'en clair, elle avait pris connaissance de la vidéo initiale, de la véritable vidéo. Donc là, la mauvaise foi, a priori, est davantage caractérisée, il ne devrait pas y avoir de sujet là-dessus, mais on verra la réponse du parquet de Paris. On verra. Soyons quand même prudents. Bon. Pour conclure cette intervention qui est peut-être déjà un peu trop longue, je voulais juste attirer votre attention sur un point qui me travaille depuis un petit moment, c'est que notamment depuis l'intervention américano-israélienne en Iran et l'intervention israélienne au Liban, l'attaque illégale dans les deux cas, eh bien, on voit poindre dans le discours politique français, y compris de la part de députés ou de responsables politiques qui se classent plutôt au centre, un discours consistant à dire que finalement, le droit international, c'est pas l'alpha et l'oméga. C'est pas l'alpha et l'oméga, et puis il y a des situations où il faut peut-être, et je renvoie précisément à une déclaration qui a été faite par Gabriel Attal, je pense à lui en particulier, qui a dit il faudrait peut-être pas que la France soit le dernier pays à respecter la Charte des Nations Unies, et qu'il y a des situations où il faut savoir faire primer la force sur le droit en espérant que le droit revienne par la suite. Alors là, vous voyez déjà que c'est un discours d'une confusion absolue. C'est un discours qui tend à dire que finalement, le droit international, c'est pas le reflet de valeurs fondamentales, c'est un truc, c'est un gadget, c'est un machin qu'on va utiliser quand ça nous sert, et quand ça ne nous sert pas, on le prend, on le balance à la poubelle. Et je vous invite à faire une connexion que je n'avais pas faite pour être franc à la base, mais qui me semble maintenant très logique, entre les personnes qui tiennent ce type de discours et les personnes qui remettent en cause l'état de droit au sein de nos frontières. Il y a une très forte corrélation entre ces deux discours-là, et il ne faut pas manquer de la mettre en lumière. Bravo! Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'animer une conférence avec toi aussi, puisqu'on a tout cet éclairage très méticuleux du droit international, qui est une matière qui peut être éloignée pour certains d'entre nous et qui est effectivement de plus en plus piétinée dans de nombreuses prises de parole dans les médias, dans le champ politique. Et il faut
faut qu'on ait des voix plus importantes qui nous rappellent toute cette technicité du droit et les références auxquelles dont on doit pouvoir se saisir chacun et chacune pour pouvoir analyser aussi cette actualité qui est tout aussi complexe. Pour Barrot, je dirais qu'il est coupable et incompétent. Bravo! C'est l'effet qui se coule. Je veux aussi dire un mot de remerciement à tous les organisateurs et toutes les personnes, tous les militants, militantes, tous les bénévoles, tous les gens qui ont dédié un peu de leur temps à vous, de votre présence. Surtout que les beaux jours sont revenus, donc on est tenté d'être plutôt à l'extérieur et de faire autre chose. Donc je suis vraiment aussi émue de vous retrouver. C'est un moment qui est compliqué, je pense. Tu fais bien de rappeler qu'il y a toujours un génocide à Gaza, mais je pense que la dureté des images et la fréquence des images auxquelles on a été confrontés peut nous laisser penser que dans la mesure où ces atrocités ont peut-être réduit ou ont changé de méthode, que cette actualité serait plus, en tout cas moins susceptible de mériter cette attention, et il faut qu'on soit très vigilant et vigilante. C'est un travail qui est plus dur, je trouve, encore que les 2 premières années, où maintenant il faut faire un travail presque de fouille des informations, puisque nous sommes plus confrontés à toutes ces images de manière quotidienne. En tout cas, on y est si on a les réflexes comme les militants pro-palestiniens, je pense, qu'ont tous les jours, le matin et le soir, d'aller regarder les médias palestiniens. Mais voilà, il faut surtout pas se reposer sur cet a priori. Mon discours, moi, mon propos, il va pas être très très long. Je veux qu'on accorde aussi du temps à vos questions, et on est aussi là pour répondre à vos questions. Je vais compléter ton exposé et puis plutôt me concentrer pour ma part sur la complicité européenne. Je vais pas revenir sur le prisme du droit international que tu as très bien développé. Je vais un peu essayer d'aborder les différents angles de complicité qui font aujourd'hui obstacle à la justice, au respect du droit international. Et je conclurai sur cette actualité-là, qui a été aussi ta conclusion. Comment il nous faut impérativement comprendre en quoi la défense aujourd'hui du peuple palestinien est intimement liée à nos droits et nos libertés ici en France, et plus largement en Europe. Il y a une base de données, un site qui recense les incidents liés aux violations des droits, selon lequel il y a 60% des cas de répression ou de privation de droits liés à la Palestine sont recensés en Europe. En Europe, nous sommes le territoire sur lequel qui concentre le plus de politiques et d'outils de répression des voix pro-palestiniennes, quel que soit leur statut, et je pense que vous le voyez, vous aussi à votre échelle, c'est-à-dire qu'on soit militant, qu'on soit politique, qu'on soit journaliste, qu'on soit syndicaliste, qu'on soit étudiant, qu'on soit simple sympathisant qui peut relayer un message sur les réseaux, qui peut participer à une manifestation, nous sommes tous soumis à ce même rouleau compresseur qui va mobiliser énormément de dispositifs, soit des arrestations arbitraires, il y a eu des amendes, il y a eu les tentatives d'interdiction des manifs, il y a eu encore aujourd'hui les tentatives visant à interdire ce type d'événements, puisque vous avez pu le voir, il y a eu plusieurs communiqués, notamment du CRIF, qui, partout où je vais, maintenant je dois le dire, partout où je vais, lance un petit communiqué ou des petits coups de fil ou des petits mails pour tenter de censurer finalement cette parole. Mais on est vraiment tous dans le même bateau, j'ai envie de vous dire, quel que soit notre degré d'engagement ou d'exposition. Donc sur la question de la complicité européenne, ce qui est très important finalement sur la complicité européenne, et ça se joint avec la France, c'est que cette complicité, on ne peut pas la traiter
Sur ces éléments très matériels que tu as décrits, la livraison d'armes, le commerce, si on ne comprend pas ce qu'il y a de complicité idéologique et historique. Et parce qu'on peut être finalement, et je comprends, moi la première, on peut être finalement assez fatigué de se dire bon, on aura tout essayé, on a dénoncé, mais on ne comprend pas ce qui bloque tout là-haut. On ne comprend pas ce qui bloque au niveau de nos décideurs, on ne comprend pas ce qui bloque au niveau européen, mais ce qui bloque, c'est d'abord une complicité idéologique. C'est d'abord une complicité historique. Et c'est en cela que nous avons, malgré tout, remporté une victoire qui est, pour moi, la plus importante, qui est celle de l'opinion. Aujourd'hui, l'opinion, en France, est majoritairement solidaire. J'utilise ce mot parce qu'on s'en fout de savoir finalement si on aime, on n'aime pas le peuple palestinien, si on le connaît, on le connaît pas. C'est d'ailleurs un peuple qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes aussi. Mais il y a une solidarité, il y a une empathie, il y a une compréhension des Français et des Françaises sur ce que le peuple palestinien est en train de vivre. Et cette bataille-là, ça a été, à mon sens, la plus dure. Et elle est en train aussi d'avoir lieu aux États-Unis. Si vous suivez de près les... Je suis pas très grande fan des sondages, mais il se trouve qu'ils sont relayés, y compris par des instituts sérieux, etc. Donc, il y a en tout cas des indicateurs aux États-Unis et dans la majorité des pays occidentaux, aujourd'hui, sur un basculement de l'opinion qui est plutôt, et c'est assez inédit, qui est plutôt en faveur du peuple palestinien. Et oui, et cette bataille-là, c'est la plus importante et c'est la plus dure finalement aussi à mener. C'est-à-dire d'essayer de convaincre partout où nous allons, partout où on a une responsabilité de prise de parole, de convaincre et d'expliquer ce qui est en train de se jouer, de sortir des pièges qui nous sont tendus en permanence, qui sont des pièges de sémantique autour du terrorisme, autour de la question du génocide. On passe plus notre temps, si on est invité aujourd'hui sur un plateau de télé, à contester la censure qui est faite du mot, par exemple, génocide, et on le voit même encore récemment sur France Info, que à expliquer pourquoi il y a un génocide. On n'a même pas l'espace aujourd'hui dans un média de pouvoir dérouler sur les références, d'expliquer les nombreux rapports qui ont documenté, caractérisé le crime du génocide, d'expliquer juridiquement à quoi il est rattaché, d'expliquer pourquoi nous sommes en France. Nous avons une responsabilité, qu'elle soit historique ou qu'elle soit actuelle, du plan du matériel. Et donc, c'est quand même une victoire non négligeable. On est dans un moment de censure, d'invisibilisation, de répression, de criminalisation des voix solidaires du peuple palestinien. Et ce qu'il faut se dire, c'est que malgré ça, nous avons eu cette victoire, qui est cette victoire de l'opinion, et qui est la seule, à mon sens, qui peut faire basculer les politiques. C'est-à-dire que nous sommes sur un sujet, et il y a eu de nombreux sujets qui ont existé dans cette même dynamique en France, où il a fallu que l'opinion, parfois c'est le politique, vous voyez, qui peut être peut-être pas en avance, mais le politique qui peut être à l'initiative d'une vision qui peut être plus progressiste pour la société et qui voilà, je prends l'exemple par exemple de la peine de mort. La peine de mort, au moment où elle a été adoptée, l'opinion publique était plutôt opposée. Là, nous sommes dans une autre dynamique, c'est-à-dire que ça doit venir par le bas, quoi, et par l'opinion justement, par la majorité des voix qui veulent que ce droit international soit respecté, qui ne se reconnaissent pas dans cette France complice des criminels de guerre, qui ne se reconnaissent pas dans cette France qui n'a plus du tout de voix sur la scène internationale, qui ne pèse plus à l'heure où nous avons Trump et son conseil de paix qui se met en place, etc., etc. Et donc, j'insiste vraiment sur ça, sur le fait que c'est la bataille pour moi la plus importante et c'est la seule qui nous permettra de changer la donne sur le plan politique. Maintenant, il y a énormément de boulot, puisque le terrain de complicité que nous avons, pour moi, au sein de l'Union européenne, c'est qu'il est d'abord historique. Donc ça, je pense que tout le monde a quand même quelques éléments en tête, puisque nous l'avons porté pendant toutes les conférences ces 2 dernières années. Mais la France, l'Union européenne, les États européens ont un passif
qui leur facilite pas la tâche non plus, parce que le continent européen, si vous voulez, c'est vraiment la double culpabilité en fait, et le double blocage idéologique. Le premier, il porte sur l'histoire et le passif colonial. À partir du moment où nous sommes dans des pays qui sont dans l'incapacité même de nommer les crimes coloniaux, d'être pédagogue sur ces crimes-là, de pouvoir tirer des leçons de ce passé. Comment voulez-vous qu'on puisse être dans un pays qui, sur le plan politique, puisse identifier et être clairvoyant sur ce qu'Israël est en train de faire aux Palestiniens? Parce qu'il y a un continuum. Le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit colonial. C'est d'abord un conflit colonial. Et ce qui est en train d'être fait au peuple palestinien, il y a eu, à des degrés différents, les mêmes procédés du point de vue des puissances coloniales à l'endroit de populations colonisées. Et à partir du moment où nous sommes encore dans ce déni historique, que nous ne tirons pas les leçons de cette histoire coloniale, je ne vois pas comment nos décideurs peuvent être clairvoyants sur ce qu'est Israël, sur les intentions d'Israël avec le peuple palestinien et sur ce qu'est en train de vivre concrètement ce peuple-là. Le deuxième blocage, il tient à un autre passif, qui est celui de l'antisémitisme européen, et notamment de la Shoah, et notamment de la collaboration de la France. Et bien sûr que cet événement, cette période historique va engager les États européens dans un soutien quasi inconditionnel à l'endroit de l'État d'Israël en réponse à cette culpabilité. Bien sûr, pas que, mais bien sûr que ça rentre en ligne de compte. Et par ailleurs, vous voyez quels sont les deux États qui sont les plus durs sur la question palestinienne, c'est l'Allemagne et la France au sein de l'Union européenne. L'Allemagne, c'est vraiment un degré beaucoup plus inquiétant. Hein. On est vraiment à un niveau de répression qui est beaucoup plus inquiétant. Vous pouvez vous retrouver, c'est déjà le cas en l'occurrence, c'est ce que prévoyait la loi Yadan, mais vous pouvez vous retrouver arrêté, détenu, parce que vous dites From the River to the Sea et que vous le pensez dans une alternative, par exemple, à la solution à deux États. Si vous voulez un État égalitaire du Jourdain à la mer, et ce slogan vous parle sous ce prisme-là, ce qui est quand même le cas pour toute une génération aujourd'hui, y compris israélienne, eh bien, vous pouvez faire l'objet d'une arrestation. C'est assez inédit, je veux dire, pour cette démocratie ou ces États qui se présentent en permanence sous cette étiquette-là. J'ai l'impression qu'il y a un peu un éléphant dans la pièce, quoi, qu'ils sont incapables de le voir et qui comprend en fait d'analyser ces deux éléments historiques, c'est-à-dire la question coloniale, qui a, quelles que soient, je veux dire, ses opinions, quel que soit son niveau d'éducation là-dessus, personne ne peut nier que le destin européen est entremêlés avec ces deux passifs extrêmement chargés et qui ont tous les deux une mémoire. Et d'une part la mémoire postcoloniale et la mémoire de la Shoah, d'autant plus dans un moment où nous avons affaire à des dirigeants israéliens qui ne cessent d'instrumentaliser cette histoire, qui ne cessent d'instrumentaliser également la question de l'antisémitisme dans nos sociétés, qui ne cessent de prétendre parler également au nom de toutes les personnes juives à travers le monde. Netanyahou, très régulièrement, prétend parler au nom de toutes les personnes de confession juive, ce qui n'est absolument pas le cas. Et nous vivons dans une société, et ça je dois quand même le souligner, il y a les voix palestiniennes qui sont pro-palestiniennes qui sont invisibilisées, mais il y a aussi les voix juives opposées ou critiques qu'on appelle les joies juives décoloniales, ou en tout cas souvent ces collectifs prennent souvent ce nom-là pour se présenter, mais ces voix-là, elles sont aussi systématiquement invisibilisées, alors qu'elles existent, alors qu'elles méditent, alors qu'elles réfléchissent, alors qu'elles ont une voix qui est considérable. Aux États-Unis, c'est Jewish Voice for Peace, c'est un collectif qui est plus suivi que Biden sur les réseaux sociaux, pour vous dire l'écho qu'ils ont. En France, nous sommes encore à des
a toujours des stratégies, je trouve, d'invisibilisation. On ne les considère pas comme des interlocuteurs. Les politiques ne vont pas forcément les rencontrer. Je vous prends, je sais pas, les assises de Aurore Berger sur la question de l'antisémitisme. Eh bien, tous les collectifs juifs décoloniaux qui se définissent pas comme sionistes, voire même antisionistes, eh bien, ils ne feront pas partie des interlocuteurs que Aurore Berger ou le pouvoir finalement va consulter. Et à l'inverse, le CRIF, qui ne représente absolument pas toutes les personnes juives en France, eh bien, prend aussi position au nom de toute cette diversité aussi juive sur la question politique israélo-palestinienne. Donc ça, c'est un élément très important. Pour pas être trop long, je continue juste sur les deux autres. L'élément historique, il faut vraiment l'avoir en tête. Il y a un énorme travail à faire, et je pense que nous payons collectivement, moi aussi, nous payons collectivement tout ce qui n'a pas été fait sur la question palestinienne depuis des décennies. La question palestinienne, elle a existé dans le débat public, mais souvent en petite parenthèse, en réaction à l'actualité, à un moment, aux intifadas, à Oslo, et ça a été systématiquement des petites parenthèses. Et nous sommes, j'espère, sur une dernière ligne droite et une éprouvante ligne de lutte qui ne lâchera plus rien tant qu'une perspective concrète politique n'est concrète sur le terrain finalement. Et c'est en cela aussi que nous sommes éprouvés, c'est que nous ne sommes pas dans une réponse à une séquence, à un événement. Nous sommes, pour certains d'entre vous ici, déjà des militants depuis de nombreuses décennies, et pour beaucoup d'entre vous, très investis sur ce sujet depuis plus de 2 ans. Et donc, c'est assez normal qu'on soit aussi, si vous voulez, éprouvé, mais il faut aussi regarder ces victoires. Sur la question de la complicité, vous avez une complicité idéologique, comme je le disais, c'est-à-dire que nous sommes dans un moment, et c'est ça qui est aussi très inquiétant, dans un basculement je sais que tout le monde est un peu fatigué de cette expression de l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, etc., et qu'on nous le répète depuis plusieurs temps, mais je le vois personnellement au Parlement européen, où les voix de la droite et de l'extrême droite, aujourd'hui, ont la majorité numérique. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une alliance entre les deux, et ils écrasent tous les autres groupes politiques de Renew, c'est-à-dire du centre, macroniste, même si c'est difficile de les placer encore au centre, mais des sociodémocrates, des Verts et de The Left, la gauche plus radicale, disons, ou la vraie gauche. Mais donc, vous avez... Bravo! Malheureusement. L'abstentionnisme. Si vous voulez, il y a un écrasement comme ça qui est fait par cette droite, et c'est pas n'importe quelle droite, c'est pas la droite de Gaulle, quoi, ou de Chirac, ou même si, voilà, mais c'est la droite de Bellamy, c'est la droite de Rotaillot, plus 3 groupes d'extrême droite. Donc, et il y a, si vous voulez, la convocation du sujet israélo-palestinien sous un angle de plus en plus aussi civilisationnel. Civilisationnel, c'est-à-dire que Israël fait le boulot contre des terroristes, contre des islamistes, contre des arabes, contre les barbares, et donc nous avons toute une rhétorique, toute une sémantique qui est mobilisée, qui est celle du temps des colonies, faut le dire, vraiment, faut briser les tabous aussi sur cet angle-là, c'est-à-dire qu'il y a un parallèle à faire dans la manière dont le palestinien est dépeint aujourd'hui par cette droite, par tout cet aile-là fasciste qu'on a dans notre société. Eh bien, c'est de la même manière qu'on dépeint, qu'on pouvait dépeindre les indigènes, les colonisés, quoi, les peuples colonisés. Eh bien, il y a une saisine, voilà, de cette et vraiment de manière dégueulasse, c'est-à-dire que moi je les vois, si vous voulez prendre la parole, ces gens-là ne maîtrisent rien sur cette question, mais ils prennent la parole pour simplement asseoir que nous avons affaire à des terroristes et que Israël, il faudrait soutenir Israël parce qu'Israël fait le sale boulot pour tout le monde, pour l'Occident en Orient. Et donc il faut qu'on puisse
de là où on est contre-attaqué en fait sur tout ce point-là. Et heureusement qu'il y a des historiens, Sophie Bézis fait partie de cela, mais d'autres qui ont aussi travaillé à déconstruire ce mythe de la civilisation judéo-chrétienne qui est énormément mobilisée par tous ces groupes politiques et même malheureusement par énormément de médias qui travaillent à cet angle aussi civilisationnel, cette propagande civilisationnelle, et qui se base aussi sur l'islamophobie, la montée de l'islamophobie en Europe. Les rapports sur l'islamophobie, je faut quand même s'y attarder à un moment donné, parce que c'est près d'un musulman sur deux en Europe qui a été à un moment ou à un autre victime d'islamophobie. Et la particularité de l'islamophobie, c'est que c'est un racisme d'État. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il est précisément dangereux parce qu'il vient de l'État, des médias, des personnalités politiques. Ce qui n'est pas le cas de l'antisémitisme. L'antisémitisme est un racisme qui, malheureusement, est très ancré dans les sociétés européennes. Et puis, j'ai brièvement fait une parenthèse sur la catastrophe européenne, finalement, qu'a été cette Shoah. Mais aujourd'hui, vous avez des personnalités politiques, et fort heureusement, c'est leur travail, qui sont très vocables sur la question de l'antisémitisme. Très vocables, s'il y a une agression, s'il y a un fait, on peut compter sur eux, si vous voulez. Et on doit pouvoir compter sur nos décideurs pour être en alerte et mobilisés dès qu'il y a un acte antisémite. Mais je ne les vois pas se mobiliser de la même manière quand il y a un acte islamophobe. Et c'est l'inverse. C'est l'inverse qui est fait, c'est-à-dire qu'à l'inverse de cette même parole politique, de cette même parole de responsable politique ou même dans les médias, c'est l'inverse qui est fait à l'endroit des musulmans. Et rien ne participe plus qu'à diviser et opposer ces communautés que quand vous avez cette division qui vient de tout en haut, quoi, de l'État, et qui ne met pas en place les mêmes prérogatives, qui ne travaille pas à, si vous voulez, considérer les victimes, toutes les victimes, de la même manière qu'il ne travaille pas à considérer les vies palestiniennes au même rang que les vies israéliennes. Donc ça, c'était le deuxième aspect. Et sur le dernier aspect, je termine vraiment là-dessus, c'est la complicité matérielle dont tu en as déjà parlé, mais en fait, il faut vraiment avoir à l'esprit que cette complicité matérielle qui passe par des accords, qui passe par la livraison d'armes, elle est à l'échelle européenne, même si c'est l'Allemagne qui est l'État le plus investi malheureusement sur cette question de livraison d'armes et du soutien matériel à Israël, et qui est le plus entêté aussi. Il y a vraiment un entêtement et un abrutissement qui est difficile à cerner, qui est difficile à accepter aussi. On a le même avec Barrot. Effectivement, à chaque prise de parole, il faut garder son calme. Il faut se satisfaire de on condamne, de millième on condamne dans les communiqués du ministère des Affaires étrangères sans qu'il y ait effectivement de sanctions. Et bien à l'échelle de l'Union européenne, c'est la même chose. Le point le plus important pour nous, et je conclus là-dessus vraiment, c'est la question de l'accord d'association. L'accord d'association UE-Israël fait de l'Union européenne le premier partenaire commercial d'Israël. Cet accord d'association, il est conditionné au respect des droits humains à travers son article 2. Comment expliquer aux citoyens européens que cet accord ne soit toujours pas suspendu après 2 ans de génocide? Une quarantaine d'organisations qui ont documenté le génocide, qui l'ont qualifié. Tout ce qui a été fait sur le plan onusien, sur le plan de juridiction internationale, et vous avez toujours cet accord d'association qui est en cours. Ça représente plus de 40 milliards par an d'échanges directs avec Israël. Et si vous voulez, c'est tout ce qui permet à la machine coloniale et génocidaire de continuer à se nourrir. Et de la même manière que l'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, a dû être isolée, boycottée, mis au banc des nations, nous devons faire la même chose avec Israël. Bravo!
nous, chacun à sa place peut agir. Il faut juste avoir conscience, et je vous le dis en étant dans un moment où je suis moi-même très éprouvée, fatiguée, pour toute l'actualité que vous avez vue, pour tout ce qui se passe. Mais nous devons tous avoir en tête que nous sommes sur un temps long de lutte, un temps long, et qui mérite justement qu'on se saisisse pleinement de cette cause palestinienne. En dehors des quelques photos, des vidéos que vous allez voir qui sont atroces, qui nous mettent dans des états pas possibles, qui nous indignent, il faut comprendre que nous devons investir sur le temps long, en comprenant également qu'il y a une dimension de sacrifice dans toutes les luttes. Et avant vous, des Français et des Françaises ont donné de leur temps, de leur week-end, de leur énergie pour faire tomber ce régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et avant nous, des Français et des Françaises se sont opposés à la colonisation. Et avant nous, des Français et des Françaises sont opposés à la guerre au Vietnam. Eh bien, nous sommes des héritiers aussi de cette France-là. C'est comme ça que je vois notre présence Bravo! ici. Bravo! On doit vraiment tenir sur le temps. Si j'ai vraiment un message à faire passer, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le niveau de connaissance, nous l'avons tous. On arrive tous à trouver les informations, en tout cas, je l'espère, sur le plan du droit international, sur la complicité européenne, sur la situation et les déclarations de nos dirigeants. Il faut simplement qu'on arrive, et celui qui veut savoir, en réalité, peut le savoir. On a tellement d'œuvres, de livres qui ont été traduits, de Ilan Pappé, d'historiens même israéliens, de Palestiniens. Voilà, on n'a plus d'excuses finalement sur cette éducation aussi que nous devons avoir et cette transmission que nous devons avoir sur l'action palestinienne. Moi, j'ai un message à faire passer, c'est qu'il faut absolument tenir sur le temps long. Et le peuple palestinien compte aussi sur nous, sur cette temporalité-là. Et entre le moment où la Convention contre l'apartheid a été, si vous voulez, élaborée, c'était en 73. Il a fallu presque 20 ans pour qu'on arrive à bout de ce régime d'apartheid véritablement. Eh bien, il faut qu'on soit, en tout cas, fort et résilient sur la durée. Et je compte sur chaque personne qui est dans cette salle de faire, même si j'ai aucun doute là-dessus, mais de continuer à faire ce que chacun peut faire à son échelle, de là où il est, qu'il soit étudiant, qu'il soit retraité, qu'il soit employé. Et puis notre part, on doit continuer à la faire de là où on est nous aussi, politique, militant, associatif, mais on ne peut pas le faire sans vous. C'est vraiment ma conclusion, c'est qu'on ne peut pas survivre, nous, de là où on est, sans vous, sans votre mobilisation et sans votre attente de cette justice qui doit voir le jour, et on a besoin de vous autant que vous avez besoin de nous, et on doit simplement, pour moi, tenir sur la durée. C'est qu'une question d'années. Je n'ai aucun doute sur le fait que le peuple palestinien embrassera cette liberté, embrassera cette dignité, cette justice. La seule question qui m'obsède, moi, c'est de savoir à quel prix. À quel prix? Encore combien de morts, combien de sacrifices, combien de gens parmi nos sociétés aussi sacrifiés, c'est-à-dire usés, traqués, censurés. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que ce jour viendra, et notre plus grande fierté, c'est d'y avoir contribué, tout simplement. Tahia Palestine! Bravo! Je peux pas applaudir. Gaza! Strasbourg est avec toi! Gaza! Gaza! N'oublie pas! Gaza! Gaza! Strasbourg est avec toi! Gaza! N'oublie pas! تحيا فلسطين! تحيا فلسطين! فلسطين حرة! وإسرائيل برا! Free Palestine! Free Palestine!
Ça fait chaud au cœur, c'est un moment de défoulement, on en a besoin. Si vous avez une bonne question à poser, envoyez-la, on verra si je peux reprendre le micro. Alors on remercie. Ah, vous partez déjà. Il y a des questions. Oui, alors on remercie Rima Hassan et Benjamin Fiorini pour leur intervention. Ouais, merci. Bravo. La soirée n'est pas terminée. On va ouvrir un temps d'échange avec le public. Nous allons prendre les questions par 3. Donc n'hésitez pas à vous manifester auprès de nos intervenants. Soyez juste concis. La question, pas un grand texte, 30 secondes pour permettre à un maximum de personnes d'y participer. Merci. Donc le micro sera auprès de ma collègue Josiane. Manifestez-vous, vous levez le bras. Pardon, Hervé et Josiane, vous vous arrangez. Qui vous passeront le micro. Merci. Oui, bonsoir. Merci infiniment à tous les deux pour cette magistrale conférence. Et merci à Rima pour tout le travail que tu fais au Parlement européen. Alors ma première question, c'était aussi de savoir, après l'initiative citoyenne européenne qui doit être à 1 100 000 ou plus même de signatures, et qui a fait plouf, ils n'en ont rien fait. Comment est-ce que nous, on peut soutenir le travail que vous faites à l'intérieur? Comment on peut le faire de l'extérieur? J'ai une deuxième question qui est un peu plus technique peut-être à tous les deux. Ça concerne la répression qui a lieu actuellement dans plusieurs pays européens, qui s'abat surtout sur des journalistes, des juges, etc. À commencer par Francesca Albanese, des juges de la CPI, ça c'est pas en Europe, mais c'est pareil. Mais en Allemagne, par exemple, et en France, j'ai entendu des témoignages analogues où des gens qui défendent les droits du peuple palestinien sont privés de toute ressource. C'est-à-dire qu'on leur ferme leur carte d'identité, leur compte en banque, etc., etc. En Allemagne, semble-t-il, il y a pas mal de gens concernés par ce type de répression. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, ça m'intéresserait. Voilà. Merci. Bonjour à vous deux. J'ai une question adressée à Benjamin et l'autre à Rima. Oui. Donc je suis Elie, militant LFI et humaniste. Ma première question, c'est juridique. Si quelqu'un a la double nationalité, une nationalité française, palestinienne, ou une nationalité française et libanaise, et l'armée génocidaire a bombardé sa maison au Liban ou à Gaza, est-ce qu'on peut, en tant que Français, porter plainte au niveau juridique en France pour ça? La deuxième question, Alima, tu peux nous expliquer aussi sur la flottille qui va partir le 5 mai de la Turquie et l'autre du Japon, ainsi que le convoi qui va partir du Maroc vers Gaza, Et je voudrais aussi préciser, là, sur autre chose, c'est pas des questions, préciser pour l'antisémitisme. La population qui est dans toute l'Asie sud-ouest, qu'on appelle entre parenthèses Moyen et Proche-Orient, sont des sémites. Donc les Juifs sont des sémites, les Arabes sont des sémites, les Araméens sont des sémites. Donc une précision aussi. Les gens qui étaient antisémites, c'était les Européens qui ont essayé d'éliminer tous les sémites. Donc, et la population au sud-ouest asiatique, il a accueilli tous les autres sémites.
notamment aussi en Nord-Afrique, les Juifs qui sont immigrés d'Europe, ils étaient au Maroc, en Tunisie, et voilà. Bon, merci. Bonjour. Ma question. Hein? Ah bon, j'appuie. Bon, bonjour. Ma question s'adresse plus particulièrement aux juristes. Je voulais savoir de quoi il retournait quand on poursuit pour apologie de terrorisme et on ne poursuit pas pour apologie de génocide. Je vais commencer à répondre à la question sur est-ce qu'on peut juger en France des personnes qui commettent des crimes internationaux, enfin, notamment crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, mais pas que, torture aussi, meurtre, dès lors que soit la victime, soit l'auteur a la nationalité française, est un binational. Parce qu'en fait, ça concerne les deux cas. Ça va concerner par exemple l'hypothèse des soldats franco-israéliens qui vont participer à la commission d'un de ces crimes. Et bien à ce moment-là, du simple fait qu'ils aient la double nationalité, et notamment la nationalité française, on peut les juger en France pour les actes qu'ils commettent là-bas. Et c'est pas anodin parce que vous savez que la France fournit un contingent très important de soldats à l'armée israélienne. Donc en vérité, 4000, oui, on est voire plus selon certaines estimations. Mais en 6000. 6150, hein, c'est les 6150, c'est les chiffres d'Israël. Hein. 6150, on est même plus haut que ce que nous pensions. Donc ça signifie oui que ça peut concerner un nombre de faits importants. Et d'ailleurs en France, on a déjà des poursuites qui ont été initiées, notamment contre des snipers, deux snipers franco-israéliens qui ont commis justement des crimes dans ce contexte-là. Et ça fonctionne également lorsque la victime est française, donc a la double nationalité, notamment la nationalité française. Et là aussi, on a une affaire d'ailleurs qui concerne une maison qui a été bombardée, qui a fait victime à deux enfants, je crois, de nationalité franco-palestinienne. Et leur grand-mère a porté plainte en France, donc il y a une action en France contre les auteurs de ces crimes-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, par ailleurs, de façon plus générale, c'est que pour l'infraction de torture, par exemple, on a ce qu'on appelle une compétence complètement universelle, compétence universelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il n'y a pas une personne qui a la nationalité française qui est impliquée dans la commission du crime, que ce soit en tant que victime ou en tant qu'auteur, eh bien on a quand même compétence en France pour juger ces personnes-là. Donc une personne, un soldat par exemple qui n'est pas français, qui aurait fait des actes de torture sur des personnes qui ne sont pas françaises et qui simplement transiteraient par la France, eh bien si on a la preuve au moment de son passage qu'il a commis, en tout cas qu'on soupçonne fortement qu'il ait commis ce crime-là, on peut l'arrêter, et je dis même on doit l'arrêter normalement, puisqu'on est engagé à lutter contre la torture. Et sur la dernière question concernant l'apologie du terrorisme et l'apologie du génocide, alors il faut savoir que cette question d'apologie du génocide, c'est une infraction qui existe, effectivement, avec toutefois déjà une différence, c'est qu'elle n'est pas dans le code pénal, contrairement à l'infraction d'apologie du terrorisme qui a été introduite dans le code pénal en 2014, elle est dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Et ça a une conséquence déjà, c'est que ça rend les poursuites plus délicates, c'est un peu plus compliqué. Et à l'inverse, on pourrait dire que le fait d'avoir mis l'infraction d'apologie du terrorisme dans le code pénal a facilité la répression des mouvements pro-palestiniens et je dirais même au-delà des mouvements pro-palestiniens, par exemple des universitaires qui tiendraient un propos de remise en contexte du 7 octobre, par exemple. Et ben aujourd'hui, c'est typiquement des propos qui, par la simple remise en contexte, peuvent entraîner non pas une condamnation, mais en tout cas des tracas. C'est-à-dire qu'on peut vous convoquer au commissariat, on peut vous entendre, on peut vous embêter. En fait, c'est devenu ce que moi j'appelle un délit instrumental. C'est-à-dire qu'à la fin, il peut y avoir des condamnations, mais même quand il n'y en a pas, ça va quand même servir aux autorités judiciaires ou policières pour venir vous chercher des poux et en fait vous dissuader de vous exprimer sur ces questions-là. Et je pense que la loi Yadam, ça aurait été le paroxysme de ça, mais ça existe déjà.
Moi, je peux vous donner plein d'exemples de choses qui sont arrivées à des personnes que je connais, même des étudiants, qui, par exemple, ont été, en fait, ont subi des mises en accusation, soit pour apologie du terrorisme, soit pour incitation à la haine, du simple fait qu'ils ont, dans des manifestations, brandi des panneaux où, justement, c'était marqué « Free Palestine » et non génocide. Moi, j'ai des exemples, par exemple, vous savez peut-être qu'en France, il existe un mécanisme qu'on appelle la composition pénale, ou la CRPC, c'est-à-dire le plaider coupable à la française, on va dire. Et bien, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous avez le parquet qui vous dit, soit on va au procès, soit vous reconnaissez votre culpabilité, et dans ce cas-là, vous avez une peine modérée. Et bien moi, par exemple, j'ai 2 étudiants qui étaient dans le cas que je viens de vous indiquer, donc c'est-à-dire qu'ils avaient une pancarte avec marqué « Non au génocide » et l'autre, c'était marqué « Free Gaza ». Ils sont mis en garde à vue. On leur propose une peine de 400 €. On leur dit, si vous ne payez pas 400 €, dans ce cas-là, on va au procès. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes étudiants? Ils ont eu peur, parce qu'en plus, ils sortaient de garde à vue, donc vous imaginez que c'est une configuration qui est un petit peu particulière, c'est pas évident à supporter psychologiquement. Eh bien, ils ont accepté. Donc ça fait qu'à la fin, ils se retrouvent avec leur casier judiciaire où il y a une mention pour incitation à la haine, par exemple, alors même que s'ils étaient allés au procès, ils auraient été relaxés. Ils ne le savaient pas. Voilà. Donc oui, il y a une grosse différence de traitement. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, cette notion d'apologie du terrorisme, faut comprendre qu'en droit français, cette notion de terrorisme, elle est très floue. Et l'apologie du terrorisme, elle est doublement floue. Qu'est-ce que ça veut dire en droit français du terrorisme? C'est en gros avoir une entreprise individuelle ou collective qui est là finalement pour troubler gravement l'ordre public avec des critères qui sont extrêmement flous. Et l'apologie, c'est doublement flou parce que le mot même d'apologie n'est pas très bien défini. Donc ça veut dire que ça donne une marge finalement d'interprétation très importante, dans un premier temps au procureur pour engager des poursuites, et ensuite au juge pour condamner ou pas. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement problématique. Et ça a donné lieu à énormément de dérives, comme vous le savez. Je continue sur les 3 questions. La première, c'était sur comment nous soutenir sur le plan européen, c'est ça? Je ne sais plus qui l'avait posé ou pas. En fait, l'ICE, il faut continuer à signer parce qu'il faudrait qu'on arrive à 1,5 million si possible pour s'assurer que toutes les vérifications de signature, donc l'ICE, est-ce que tout le monde voit ce que c'est à main levée? D'accord, donc je vais réexpliquer ce que c'est. C'est l'initiative citoyenne européenne qui a été donc lancée il y a quelques mois avec plusieurs partis de gauche européens, dont la France Insoumise, et qui demande à la Commission de enfin se saisir de cette question de la suspension de l'accord d'association en se faisant respecter l'article 2, donc la condition de cet accord. Donc cette pétition, c'est une pétition finalement en fait, cette ICE, on est à 1200 je crois, on a juste vérifié, on a à plus de 1,1 million signatures. Idéalement, il faudrait qu'on arrive à 1,5 million pour s'assurer vraiment d'avoir cette marge et qu'on dépasse le million, quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario. Parce que cette ICE, elle a quand même été très surveillée, il se peut qu'elle ait été très spammée aussi. Donc il faut vraiment qu'on s'assure d'avoir le bloc de millions avant de déposer cette pétition à la Commission. Donc la manière de vous mobiliser, en tout cas une des manières de vous mobiliser, c'est de relayer, de signer, d'en parler autour de vous, de cette initiative citoyenne européenne, et qu'on ait en fait aussi la même dynamique qu'on a eue sur la loi Yadan. La loi Yadan, c'est une victoire citoyenne. C'est vraiment une victoire citoyenne. Il y a eu un sursaut citoyen qui s'est fait en quelques jours et qui a permis aussi une prise de conscience qui s'est vraiment élargie. Et il nous faut la même chose en fait sur l'accord d'association, et c'est déjà en cours parce que c'est assez inédit. On n'a jamais eu une ICE qui a obtenu autant de voix en si peu de temps. Donc on voit bien que, encore une fois, la bataille de l'opinion, elle est gagnée. Il faut juste qu'on arrive à ce cap de 1,5 million. Comment nous soutenir aussi sur le plan européen? Beaucoup de choses passent par le ministère des Affaires étrangères, comme typiquement cet accord, puisque ça passe par les différents représentants des différents pays. Donc il faut aussi continuer, autant que possible à notre échelle, à interpeller les élus sur leur position sur ce sujet.
Tu as parlé de ce collectif là, de 50 députés du camp macroniste essentiellement. Bah, typiquement, eux, je pense que c'est très important de les interpeller parce qu'ils agissent en toute impunité. Ce sont les mêmes qui vont écrire au Parlement européen pour la levée de mon immunité, pour me censurer. Ils vont signer ensemble des plaintes. Moi, j'ai vu des plaintes qui ont été déposées contre moi. Et il y avait 50 députés qui signaient. Et c'est les mêmes, en fait. C'est le même groupe. C'est le même groupe. Donc, il y a un rôle aussi citoyen, finalement, à interpeller les élus sur une position qui est celle du droit international. Et après, chacun est libre d'être plus sensible ou pas à la cause palestinienne. Mais en tout cas, il y a un minimum, une barre minimum qu'on doit obtenir de nos responsables politiques, c'est ce respect du droit international. Sur la flottille, je ne sais plus qui m'avait posé la question sur la flottille, mais bon, c'est pas grave, je vais y répondre. Donc il y a déjà eu une interception, ils ont déjà été interceptés. Je ne sais pas si vous avez vu sur ce premier départ, ils ont été interceptés au large des eaux européennes, beaucoup plus en anticipation qu'au moment des deux flottilles auxquelles j'ai eu la possibilité de participer, où nous on a été arrêtés vraiment en se rapprochant des eaux territoriales palestiniennes. Ils ont également Saïf, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est une des personnes qui est à l'origine de cette initiative de la Soumoud, et il est palestinien d'origine, palestinien et espagnol. Et il a été arrêté alors que normalement ce qu'il fait Saïf, c'est de faire un début avec les militants et ensuite il fait demi-tour parce que son profil est trop à risque et qu'il vient justement des territoires palestiniens. Il a les documents palestiniens, ce que je n'ai pas pour ma part. Je n'ai que la nationalité française, donc ils sont obligés de me traiter administrativement parlant quand j'y suis comme française. Ils ne peuvent pas me traiter comme palestinienne aussi, quoi, d'une certaine manière. Eh bien, lui, Saïf, il a les deux, donc il est détenu avec Thiago également, et il y a quand même beaucoup de craintes sur leur situation et des risques de mauvais traitements qui peuvent faire l'objet. Sur les autres flottilles qui partent des autres pays, j'ai pas suivi précisément les dates, donc je regarderai, je crois qu'il a été question de l'Égypte. Mais c'est confirmé, parce que moi, j'ai les dernières nouvelles, il y a eu quand même beaucoup de... Mais depuis l'interception... Bon, on pourra en parler tout à l'heure, si vous voulez. Parce que depuis l'interception, je crois qu'il y a eu des petits changements, mais on peut en parler tout à l'heure. Et enfin, dernière question, c'était sur l'apologie du terrorisme. Bon, je crois que tu as largement répondu. Nous sommes vraiment dans une dérive, et je vous invite à écouter des gens plus intéressants que moi, beaucoup plus intéressants sur ce sujet. Marc Trévidic, qui est l'ancien juge, le juge ancien, je ne sais jamais comment le présenter, ancien juge antiterroriste, et qui a été à l'origine de la demande de ces dispositions, et qui aujourd'hui dit c'est absolument pas pour ça qu'on avait besoin d'outils sur l'apologie du terrorisme. Il parlait, lui, à l'époque, et c'est toujours actuel, je pense que ça mérite encore de mener cette bataille, mais il parlait des sites, des organes très structurés qui avaient des sites internet, et qui, à travers le site internet, utilisaient ces sites internet comme tribune et aussi comme espace de recrutement de jeunes Français pour pouvoir les enrôler dans cette propagande terroriste et dans des éventuelles attaques terroristes. Et ce qu'il explique très bien, Marc Trévidic, c'est que lui, il disait qu'ils avaient besoin à l'époque de ces outils sur le plan pénal, mais pour ce type de structure très organisée, absolument pas pour venir censurer telle ou telle parole politique ou un discours étudiant ou syndicaliste ou militant. Et donc lui-même reconnaît, il a fait un très bon entretien chez l'Humanité sur YouTube, je vous invite vraiment à le regarder, où il explique en détail en quoi nous sommes actuellement dans une dérive quant à l'utilisation de ces lois antiterroristes à des fins politiques, et de censure dans le débat public. On peut reprendre, je crois, encore un tour de questions. Moi, je t'avais demandé en premier. Bien, merci de vos interventions brillantes et très très claires.
réponds relativement rapide, au-delà des dimensions très bien expliquées par Rima, concernant le soutien quasi inconditionnel de l'Europe dans la France, à savoir que Israël représente dans cette région une base avancée du capitalisme prédateur et de l'impérialisme, que cet Occident-là, dans la lignée du colonialisme et de l'esclavage porteur lui-même d'une idéologie sioniste, suprématiste, raciste et colonialiste, que cet Occident s'essaye encore aujourd'hui de se refaire une virginité par rapport à sa responsabilité historique concernant l'extermination industrielle de 6 millions de Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Au-delà de tout ça, il y a une question quasi n'est pas visible. Je parle comme je pense. La question, c'est qu'est-ce qui expliquerait, éluciderait encore ce soutien aveugle, monstrueux, qui met à mal notre humanité de manière gravissime, jamais vécu jusque-là. Je parle là comme je le sens et je ne suis pas le seul dans cette situation. S'il vous plaît, on vous demande pas des considérants, des questions. On articule le droit international autour du génocide à Gaza, mais on semble un peu oublier toutes les abominations commises ailleurs en Palestine. Parce que, en fait, les Israéliens terrorisent les Palestiniens un peu partout pour les chasser de leurs terres, et ça se rapproche en fait d'une forme de génocide, parce que les Palestiniens n'ont plus aucun moyen de subsistance. Donc, quels sont les instruments juridiques dans ce cas-là? Parce que le génocide à Gaza, il est caractérisé. Mais ailleurs en Palestine, comme je l'ai dit, il y a énormément d'abominations. Comment articule-t-on le droit international pour ces abominations? Bonjour. Ma question porte un peu sur l'histoire. Vous avez parlé des responsabilités de l'Occident en ce qui concerne le colonialisme, en ce qui concerne la Shoah, mais vous n'avez pas parlé de ce qui a immédiatement suivi la Shoah, où des centaines de milliers de survivants juifs voulaient aller à l'Occident, en Amérique, en Europe, en Australie. C'est avéré, hein, on a des textes là-dessus. Et ces États ont refusé de les accueillir, ce qui fait qu'ils ont été contraints à partir en Israël. C'est aussi une responsabilité. Moi. 1, 2, 3, madame. Alors, restez juste concis pour les questions. L'avant-dernière question, encore une dernière question et on arrête. Voilà, Non, on arrête. encore 2 ou 3 parce qu'il y avait des gens, je m'étais engagé. Ok, ça marche. Encore 3 questions. Merci. Bonsoir. Merci Rima, merci Benjamin. Moi j'ai 2 questions. Alors, une pour les deux. On a un essoufflement, comme vous l'avez dit, Rima. Ça fait 2 ans. Les gens sont essoufflés, les gens ont eu des problèmes même de dépression par rapport à ça, parce que vivre une vie normale avec un génocide en cours, c'est compliqué. Alors la question c'est comment remobiliser les pro-palestiniens, c'est compliqué, et surtout de s'organiser, pas de se diviser, parce qu'on a beaucoup de problèmes de division chez les pro-palestiniens. Ma deuxième question, elle est un peu plus pour vous, Rima. Je sais que vous avez, je crois, 19 poursuites judiciaires à votre rencontre, et je sais que vous pouvez bénéficier de l'immunité parlementaire, et que vous ne l'avez pas fait, donc voilà ma question. Oui. Vous n'avez pas bénéficié, vous n'avez pas sollicité votre immunité parlementaire.
Voilà. Sur la crâne. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui, non. Bonjour. Déjà, merci pour votre intervention. C'était super intéressant et super inspirant, je pense, pour nous tous. J'avais une question par rapport à la loi Yadan. Donc, il me semble qu'elle a été retirée des débats et retirée de la proposition. Je voulais savoir si, par exemple, elle devait être réintroduite prochainement, que ce soit dans quelques mois ou dans quelques années. Je voulais savoir à quel point, en tant que militant, en tant qu'étudiant engagé, en tant que personne lambda qui partage juste sur les réseaux sociaux, ou même en tant qu'artiste qui parle de certains sujets, à quel point concrètement certaines mesures pourraient nous censurer et concrètement voilà, nous limiter dans nos dénonciations et dans notre liberté d'expression. Quelles mesures concrètes seraient mises en place voilà. Merci. Oui, 30 secondes. Bonjour tout le monde, merci pour votre intervention. Un considérant et une question. Le considérant, je suis Georges Federman, un des gardiens de la mémoire de la Shoah en Alsace, qui met en lien ce devoir de mémoire avec la défense de la Palestine et la dénonciation du génocide de Gaza, à tel point qu'on a célébré le Seder de Pâques le mois dernier pour Gaza, considérant que le judaïsme n'appartient pas qu'aux juifs. La deuxième chose, Strasbourg est engagé dans la Coupe d'Europe de football et va jouer le match retour de la demi-finale jeudi prochain contre une équipe espagnole de Madrid qui défend les droits de la Palestine. Et jeudi à la Méno, la Palestine sera représentée par Madrid. Et le dernier point, camarade, un point de douleur. Catherine Trottmann, qui est un fantôme, mais qui a gagné les élections, a été soutenue par une partie de la mosquée Averroès, la mosquée marocaine, et une partie de la mosquée Ayoub Sultan. J'en suis sur le cul. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que j'entends? Est-ce que j'entends? Ouais, non, mais... Alors, pour commencer, sur la loi Yadan, je vais commencer par ça. Alors, apparemment, le gouvernement, effectivement, envisage de la réintroduire. Ça serait possiblement en juin, mais on ne sait pas exactement sous quelle forme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est l'intégralité de la proposition de loi qui sera reprise, ou si c'est simplement une version édulcorée. On imagine que ça sera édulcoré, peut-être que ça sera abandonné, on ne sait pas trop. En tout cas, effectivement, il faut se préparer à une nouvelle bataille. Et alors, comment ça pourrait nous impacter tous si jamais cette loi entre en application? Et bien, comme d'ailleurs, je partage ce que disait Rima tout à l'heure, effectivement, il faut vraiment regarder cette interview de Marc Trévidic parce qu'il explique tout ça très très bien. Eh bien, ce que prévoyait cette proposition de loi, c'est par exemple qu'on pourrait réprimer la provocation indirecte au terrorisme. Implicite au terrorisme. Et provocation implicite, ça veut dire qu'il faudrait chercher des implicites dans les paroles ou les textes de quelqu'un. Donc encore une fois, par exemple, imaginons que moi je donne un cours de droit international sur la situation palestinienne et que je remets les actes du 5 octobre dans un contexte historique, et bien possiblement, ça pourrait être interprété comme une forme de provocation implicite. Vous voyez? Et ça, c'est un vrai danger. Parce qu'encore une fois, c'est une loi qui est objectivement faite, non pas pour lutter contre l'antisémitisme, c'est pas ça, c'est véritablement pour mettre un bâillon, pour faire taire ou inciter à faire taire les personnes qui défendent les lois palestiniennes et la loi du droit international. Donc ça serait ça, c'est comme ça que ça nous mettrait finalement en difficulté. Alors je précise simplement qu'une telle proposition de loi, si elle était adoptée, il y a tout simplement un gros risque d'inconstitutionnalité. C'est-à-dire qu'après, il y aura un passage devant le Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel pourrait considérer que c'est une loi qui est tellement floue, tellement imprécise,
qu'elle ne respecte pas l'exigence de clarté, qui est une exigence constitutionnelle. Mais après, avec le Conseil constitutionnel que nous avons, je pense qu'il vaut mieux éviter de lui confier le rôle de voiture-balai. J'en ai déjà fait la expérience, donc je pense qu'il vaut mieux lutter contre la loi tout de suite. Autre question sur l'articulation du droit international, on va dire, outre la question du génocide qui est très importante, mais qui va chercher d'autres qualifications. Donc, on en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, il y a la question du génocide, il y en a d'autres. Il y a celle de la torture qui peut, dans une certaine mesure, être considérée indépendamment. Il y a la question des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Et il y a notamment toute la question de ce qui se passe en Cisjordanie, de l'apartheid, de la ségrégation, du vol de terre, de l'accaparement de terre, des meurtres. Et tout ça, effectivement, c'est des considérations qui sont également prises en compte par le droit international. Il faut savoir, par exemple, tout simplement que le fait pour Israël d'implanter sa population en Cisjordanie, c'est-à-dire de procéder à une colonisation totalement illégale au regard du droit international, est en droit international considéré comme un crime de guerre. On ne le dit pas assez, mais c'est un crime de guerre. Et d'ailleurs, avec mon association, on a, avec la Ligue des droits de l'homme, une action en cours qui vise, par exemple, Airbnb, vous savez, qui vise la plateforme Airbnb, qui propose actuellement, à travers ses annonces, des logements qui sont loués par des colons israéliens en Cisjordanie et qui, de ce fait, participent à ce crime de guerre. Ce qui signifie que Airbnb se rend complice de crimes de guerre. Et ce qui renvoie par conséquent à toute cette question de la complicité. Et mis à part les questions, on va dire, pénales à proprement parler, parce que là on parle de pénal quand on parle de crime, etc., il y a aussi des questions indemnitaires. Et là je vous renvoie par exemple à l'avis qui a été donné par la Cour internationale de justice en juillet 2024 sur cette question-là, où elle rend un certain nombre de décisions concernant le droit international, et elle dit par exemple, d'une part, que les colons doivent partir, d'une part, et elle pose aussi la question de la réparation, c'est-à-dire que tous ces crimes-là qui ont été commis, toutes ces violations du droit international doivent normalement donner lieu à une réparation. Donc le droit international joue aussi de cette manière. Je vais peut-être juste répondre à votre question sur le fait qu'on est dans un moment qui s'essouffle un peu. C'est ce que je disais, c'était vraiment un message que je voulais faire passer à la fin de mon propos, c'était d'attirer en tout cas votre attention là-dessus et sur cette nécessité de comprendre le moment dans lequel on est et de composer avec, c'est-à-dire que les personnes qui sont fatiguées, il faut vous reposer, les personnes qui se sentent vraiment dans même atteinte, vous avez parlé de dépression, etc. Et moi je croise beaucoup de gens qui ont besoin de pleurer quand on en parle, quand on l'évoque. Et donc il faut bien sûr prendre ce temps de se ressourcer et se compléter finalement dans les groupes dans lesquels vous êtes militants, militantes. La campagne BDS est une campagne très importante à laquelle chacun peut essayer de contribuer en fonction de ses disponibilités, de son temps, etc. Et vous avez plein d'associations qui vous permettent en tout cas d'adapter quelque chose à votre rythme. Et voilà. Mais donc, il faut accepter qu'une lutte comme celle-là comprend aussi ces temporalités. Il faut être en paix avec le fait il y a des moments où cette cause ne repose que sur vos épaules. Plus personne n'en parlera. Ni les médias, peut-être même pas les politiques. Elle reposera que sur vos épaules. Et il faut l'accepter, il faut l'endosser, et il faut s'organiser. C'est ça qui est le plus important. Sur la garde à vue, je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus, sur mon immunité, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de très important en soi, en tout cas pour moi. C'est important pour ce que ça révèle, surtout. Donc, effectivement, moi j'ai fait l'objet de 16 procédures... non, pas 16. 16 à ce stade, pardon, 16. 13 qui ont été classées sans suite, mais ça fait 2 ans qu'elles ont traîné sciemment, j'ai envie de dire, parce que pendant ces 2 années, ce que vous ne voyez peut-être pas, là vous l'avez vu à l'échelle de Strasbourg, mais pour chacune de mes conférences, vous avez une organisation ou un lobby ou quelqu'un qui va pouvoir dénoncer mon intervention, voire essayer d'obtenir son annulation.
en se basant sur le fait que des plaintes ont été déposées contre moi pour apologie du terrorisme. Donc en fait, c'est un peu les mêmes qui vont déposer plainte contre moi pour apologie du terrorisme à tout va, s'assurer qu'il y a des procédures qui sont en cours, et ensuite ils vont utiliser cette actualité-là pour ensuite essayer d'obtenir l'annulation de mes conférences, pour dire regardez, Madame Hassan, elle a des plaintes pour apologie du terrorisme, alors que ce sont les mêmes qui ont déposé plainte contre moi. C'est un peu malin. Mais voilà, du coup, j'ai eu pendant 2 ans toutes ces affaires. Je n'ai pas saisi mon immunité et je suis allée à toutes les convocations parce que je voulais m'assurer de comprendre ce qui se passait dans la réalité aussi de ces types de convocations. Et donc je suis allée à toutes mes convocations depuis 2 ans. La première, c'était pendant la campagne des Européennes. Moi, je me suis engagée en politique en mars 2024. Ma première convocation, c'était en avril, un mois après mon engagement. Donc c'est allé très vite. Mais voilà, c'est pour vous dire que moi, je voulais pas forcément me saisir de mon immunité. Par contre, l'immunité, elle est quand même importante. Elle est là pour, si le député en a besoin, elle est là pour protéger le débat, justement, démocratique. Elle est là pour s'assurer que personne ne soit ciblé, persécuté pour les opinions, pour les combats qu'il porte et pour lesquels il a été élu. Et de la même manière que là, je suis actuellement ciblée, en tout cas, voire harcelée, sur la question palestinienne, qui est une question sur laquelle j'ai été élue, que j'ai évoquée pendant la campagne. Je n'ai trompé personne. J'ai fait la promesse de porter cette cause pendant les 5 années de mandat, de m'assurer de la porter avec la boussole du droit international, de faire tout ce que je peux. Et donc, on m'attaque finalement sur ces combats alors que j'ai été élue pour porter ce combat. Et donc l'immunité, elle a été sciemment, par les autorités françaises, court-circuitée avec la procédure, l'excuse de la procédure du flagrant délit. Donc c'est le seul volet qui permet aux autorités françaises de contourner mon immunité, l'inviolabilité de mon immunité parlementaire, et de pouvoir me convoquer en garde à vue. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été en garde à vue récemment, pour apologie du terrorisme, pour un tweet, pour une citation de l'armée rouge japonaise, d'un membre de l'armée rouge japonaise, qui est une organisation qui est dissoute et qui a même été retirée du listing aux États-Unis, de liste des organisations terroristes. C'était une citation d'archives historiques, en fait, finalement. Bon, je ne vais pas trop revenir sur ça parce qu'il y a un procès, mais tout ça pour dire que c'est jamais arrivé. Moi, je me suis renseignée au Parlement européen. C'est jamais arrivé qu'un député européen soit en garde à vue. C'est-à-dire qu'on a fait pire que Orban. Non, mais vraiment. Non, vraiment. On a fait pire que Orban. Il y a un député qui a été ciblé un peu comme ça, mais il a eu moins d'affaires que moi. En France, on est quand même à un niveau hallucinant. Qu'un député se retrouve en garde à vue pour un tweet, je pense qu'il faut quand même qu'on se réveille sur ce que ça révèle de l'état de ce qu'on peut faire en fait à l'état de droit. À quel point on est prêt à abîmer la démocratie, à quel point on est prêt à abîmer notre société, les socles de notre société pour les intérêts israéliens. Et c'est ça qui doit surtout nous alerter dans ce moment que nous vivons. Donc mon immunité, normalement, elle est censée pouvoir être garantie. Je ne l'ai pas utilisée pour mes convocations. C'est un choix de ma part. Mais pour la question de la garde à vue, là, c'est les autorités françaises qui ont sciemment contourné la procédure habituelle en utilisant cette excuse de flagrant délit d'apologie du terrorisme pour un tweet. Donc on verra au procès du 7 juillet et ça sera l'occasion pour moi de défendre l'idée que je me fais de l'état de droit. C'est surtout ça. Sur la mobilité, je ne sais plus la dernière question, parce que si Jordanie tu l'as fait, il y avait une question sur la dimension historique. Je suis d'accord avec vous, c'est important de le rappeler qu'effectivement, les moments où le mouvement sioniste va rediriger en fait les Palestiniens, les Juifs et les Juives,
c'est au moment où les États-Unis et notamment le Royaume-Uni ferment toutes les voies existantes de migration, en tout cas qui étaient conséquentes, et refusent cette migration, et elle va être réorientée finalement sur la Palestine mandataire qui était sous contrôle des Britanniques à ce moment-là. Et je crois que c'est tout. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions dans lesquelles on n'a pas répondu. Voilà. Oui, de toute façon, tu vas rester un peu, on va rester tous les deux. Donc je sais qu'il y a encore des personnes qui voulaient peut-être poser des questions, mais vous dire qu'on va rester un tout petit peu. Moi, je dois partir dans une demi-heure à peu près, mais je suis à dispo pour pouvoir répondre aux questions et voilà, passer un peu de temps avec vous. Merci beaucoup de votre attention. Bravo! Oui. Avant que vous partiez, je voudrais encore remercier nos invités extraordinaires avec lesquels nous luttons et nous espérons la liberté pour la Palestine. Mais je voudrais aussi remercier Rachida et Mohamed. Oui, un grand bravo! Cette extraordinaire journée pour la Palestine sur le plan international et qui ont fait un travail extraordinaire aussi. Merci à vous. Merci. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Alors en fait, la soirée n'est pas terminée, il y a Lina qui va descendre, elle pourra vous répondre à quelques questions, prendre des photos. Je vous rappelle qu'il y a encore le service de restauration qui est ouvert, il y aura un spectacle tout à l'heure, donc de la musique, des chants, un dapier, voilà, des chansons palestiniennes. Moi je vous propose de sortir encore un petit peu et d'attendre la suite des choses. Marianne, est-ce que tu es là? Marianne. Non, il y a aussi des associations qui envoient des lettres humanitaires. Des associations qui envoient des c'est pour être sûr. Palmed. Vous avez été tous présents, solidaires, et vous avez atteint l'objectif. Merci à tous. Oui, mais tu l'enlèves là où je suis. Oui, mais on le verra pas, je ne republie pas. Je te l'enlèverai là où tu seras. Je ne peux pas, je suis en live. Mais non, mais tu n'enregistres pas là. Mais si, il enregistre là. Quel est le truc? Normalement, on voit un petit peu, regarde. Tu sais, quand tu enregistres, regarde. Là, je suis sur TikTok. Je suis sur TikTok. Je suis sur TikTok, ma soeur.